Bonsoir à tous, c'est un numéro de Sans Tabou exceptionnel que nous vous proposons ce soir. Vous allez découvrir ou redécouvrir l'un des documentaires les plus marquants réalisés sur la Nouvelle-Calédonie. Il s'intitule « Les médiateurs du Pacifique » de Charles Belmont. Vous allez le voir, ce film nous replonge en 1988. François Mitterrand vient d'être réélu. Il nomme Michel Rocard Premier ministre. Sur le Caillou, la situation est explosive après la prise d'otage sanglante d'Ouvéa. L'idée émerge alors à Paris d'envoyer une délégation que l'on va appeler la mission du dialogue. Une initiative très originale qui a permis en très peu de temps de passer de la guerre civile aux accords de Matignon avec cette fameuse poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou que nous verrons bientôt représenté sur une statue place de la Paix à Nouméa. Alors comment cette médiation devenue un modèle dans le monde entier a-t-elle été imaginée, organisée? Quels sont les hommes qui composaient cette mission du dialogue et comment ont-ils travaillé sur le terrain de Nouméa à Gossana en passant par Pointe-Dimier? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Pour cette soirée spéciale, nous ne vous proposons pas de débat, mais nous vous invitons à en débattre à la maison en vous posant peut-être la question suivante. Une nouvelle médiation d'un nouveau genre serait-elle judicieuse aujourd'hui pour parvenir à un nouvel accord? Voici Les médiateurs du Pacifique, le chef-d'œuvre de Charles Belmont. Bonne soirée. La Nouvelle-Calédonie est une possession française. Elle se compose de la Grande Terre et des îles Loyauté. La Nouvelle-Calédonie est une possession française. Elle se compose de la Grande Terre et des îles Loyauté. Nouvelle-Calédonie, des affrontements très graves se sont produits sur l'île d'Ouvéa la nuit dernière. 3 gendarmes ont été tués, 27 autres gendarmes sont retenus actuellement en otage dans la brousse. Analyse et commentaires dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 gendarmes ont été abattus ce matin à Ouvéa et 27 autres sont à l'heure actuelle détenus en otage par des indépendantistes dans le nord de l'île à proximité de la tribu de Gossana. Des renforts ont immédiatement été dépêchés sur place et une opération est actuellement en cours pour récupérer les otages et pour arrêter les auteurs de cette agression. Déclaré zone militaire sous haute surveillance, l'aérodrome et ses bâtiments étaient entièrement occupés par les forces de l'ordre qui toute la journée ont reçu des renforts. Ce que nous avons vu depuis ce matin ici à Ouvéa, c'est un va-et-vient de Puma et de Transal, quelques camions militaires.
un dispositif radio visiblement sophistiqué puisque toutes les lignes téléphoniques ont été coupées avec la Grande Terre. De nombreux gendarmes sont postés actuellement sur les toits de l'aéroport. À 13h40 cet après-midi, un Puma en provenance de Fayaoué a apporté des dépouilles que l'on nous dit celles de 3 gendarmes. Mais ce transport, nous ne pouvons pas vous le montrer ce soir car les 5 journalistes qui ont fait le déplacement de Nouméa ce matin ont été littéralement enfermés dans un hangar tout près de la piste. On croit savoir que 3 camions de la brigade et des armes auraient été subtilisés. C'est à 12h45 à Magenta que le twin-otter affrété d'Air Calédonie atterrissait. De nombreuses ambulances attendaient. En fait, c'était la première Evassan avec les blessés les plus durement touchés. 2 Mélanésiens et un gendarme. Ce dernier, dans un état très grave, a été touché par 3 balles dans le crâne. Premier avion revenant d'Ouvéa après les événements, le service d'ordre était intraitable. Impossible d'approcher les témoins du drame. Il était hors de question de connaître le nombre de blessés exact, tant du côté de la gendarmerie que du côté des indépendantistes. Quant au corps des 3 gendarmes tués, ils ont été rapatriés sans que caméra ou photographe ne puissent approcher. « 4h30 du matin, l'officier de permanence de la gendarmerie nationale m'appelle. La brigade de Fayaoué a été attaquée en Nouvelle-Calédonie. Il faut très rapidement réunir le groupe. Il nous faut une demi-heure. 5h du matin, le groupe est prêt à partir. Lorsque les autorités de l'État me disent en 1985 « Philippe Le Gorju, vous prenez la direction du GIGN », je réalisais un rêve. Pourtant, a priori, moi c'était plutôt la philo, la théologie. Mais le goût de l'effort physique et de l'aventure m'ont amené à rejoindre la gendarmerie nationale quelques années plus tôt. Je rejoins Jean-Pierre Picon, mon adjoint. C'est un vétéran, il connaît parfaitement la Nouvelle-Calédonie. Les matériels sont conditionnés, nous nous rendons à Roissy et nous décollons aux environs de 21h le soir même. Pendant l'escale technique de Papeete, j'apprends que la gendarmerie est dessaisie de la recherche des ravisseurs et des otages, ainsi que du rétablissement de l'ordre à Ouvéa. Le général Vidal, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie, est dorénavant chargé de cette mission. En clair, le pouvoir civil donne carte blanche à l'autorité militaire, qui déclare l'île d'Ouvéa zone militaire, interdite à la presse, privée de téléphone, coupée du reste du monde. Même si le trafic commercial n'a jamais été interrompu, l'aéroport d'Olo présentait aujourd'hui son visage des mauvais jours. Dimanche matin, le DC-8 du Cotam se pose à la Tontouta. Une demi-heure après, les 50 gendarmes du GIGN et de l'EPIGN sont dans le Transal, direction Ouloup. Ouloup, c'est le petit aéroport d'Ouvéa. Et là, tout autour de nous, on est groggy, il y a le soleil, il y a la fatigue. Ce n'est qu'un balai d'hélicoptères Puma, avec des véhicules en charge dessous, des hommes qui montent et qui descendent en armes. Si c'est pas la guerre, ça y ressemble furieusement.
Eh bien, j'ai vu tout le dispositif qui a été mis en place par le général Vidal, qui dirige les opérations. Et je pense qu'il a maintenant tous les moyens. Il a circonscrit la zone dans laquelle les ravisseurs maintiennent encore les 16 otages. Les opérations vont se dérouler dans les heures qui viennent et je pense qu'on arrivera à une solution rapide. Très vite, nous sommes héliportés sur Gossana. Je me mets à la disposition du général Vidal. Il m'indique très vite qu'il a du mal à retrouver la trace des otages, que depuis 2 jours, après moult patrouilles, ratissage, bouclage, aucune information ne vient vers lui. Et il apparaît rapidement que la seule façon d'obtenir de l'information utile, c'est de rassembler la population de Gossana en petits groupes et de les interroger par petits groupes, un par un, pour essayer de savoir le lieu de détention des otages. Ini Joseph, Gomdastor, Susatiana, que si estando com Gossana. Mon père s'appelle Tangopi Joseph, il a 61 ans, et il a 6 enfants. Et nous sommes de la tribu de Gossana. Le 22 avril, il n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé à la gendarmerie. Quelques jours plus tard, le 26 avril, il est descendu à Gossana et il a été surpris par l'arrivée de l'armée et de l'attitude des militaires. Ils ont séparé les femmes des hommes. Ils ont aussi attaché les jeunes à des poteaux et ça l'a révolté. Il y a aussi des vieux qui ont été malmenés. Il y a eu aussi le pillage des maisons, des magasins, de la coopérative et la façon dont les militaires se comportaient envers les gens. Tout cela l'a choqué. Par petits groupes, les interrogatoires ont lieu et nous nous rendons compte très rapidement que des méthodes indignes sont employées pour obtenir de l'information. Nous sommes très choqués, Benson et moi, et on se demande bien pourquoi ça se passe de cette façon. Quand la gendarmerie est en charge complètement
de ce genre d'opération, la loi est toujours respectée et la dignité des gens est parfaitement respectée. Très clairement, ce n'est pas le cas et nous faisons tout pour que bon ordre soit repris. Les interrogatoires musclés n'ont pas apporté beaucoup d'informations, si ce n'est la récupération des camions. La véritable information utile, c'est le lieutenant d'Estremaux qui va l'obtenir. Il s'est aperçu qu'il y avait une grotte des guerriers qui était mentionnée à plusieurs reprises et comme un lieu symbolique tout près de Gossana. Le lieutenant d'Estremaux lui a demandé d'y aller pour qu'on puisse sortir les otages. Il est donc parti avec Cyril, Omani et le jeune Alexis, ainsi qu'Antonin. Il est allé le premier. Je suis Tangopi Joseph. Et c'est à partir de là qu'il a été accepté. Quand il est reparti avec les coutumiers pour essayer d'entamer les discussions pour la libération des otages, ils étaient accompagnés de 6 GGN, de Philippe Le Grand-Jus et du procureur. Et avec ce pisteur, Antonin, avec les chefs coutumiers de la région, nous nous y rendons tranquillement, à pied. C'est la fin de l'après-midi. Nous voyons les chefs coutumiers, très rapidement, qui se mettent à parler avec des individus dissimulés au milieu de la forêt. La nuit qui suit est très mouvementée. Les gendarmes, à plusieurs reprises, essayent de repérer l'emplacement de leurs adversaires. Au petit jour, une petite troupe nous rejoint sur les lieux. Parmi cette troupe se trouve Jean Bianconi, qui est le substitut du procureur de la République, à Nouméa, et me dit « je prends de l'eau et je leur apporte ce cadeau et je vais négocier ». À ce moment-là, par impulsion, je dégrafe mon ceinturon, je laisse mon arme tomber à terre, je la confie à un de mes gendarmes et je pars avec lui. On fait quelques pas en direction des Mélanésiens et je glisse à l'oreille de Jean Bianconi « ce qu'on est en train de faire, c'est une connerie majeure ». Et immanquablement, au bout de 10 secondes, on se fait cravater, fermement, sans plus, et nous sommes conduits à l'intérieur d'un dédale de rochers, de corail, d'arbres multiples, vers l'emplacement de la grotte des guerriers. Et là, je vois pour la première fois les otages. Des gendarmes menottés, 2 par 2, qui sont très fatigués et qui visiblement ne sont pas en grande forme. Très très vite, Jean Bianconi et moi sommes interpellés par Alphonse Dianou, qui se présente et qui nous explique qu'il est le chef de cette petite équipe et que sa seule volonté, c'est l'indépendance. L'indépendance qui pour lui ne peut pas manquer d'avoir lieu après le 2e tour de la présidentielle. Ayant emporté avec moi un appareil radio, je tente de négocier avec Dianou un apport en nourriture, en eau. Je me rends compte que les otages et les preneurs d'otages sont aussi fatigués les uns que les autres. Et Dianou accepte l'idée de me voir partir. Il accepte l'idée de faire de moi une sorte d'émissaire vers le monde extérieur. J'apprends qu'à Nouméa, les commerçants acceptent la fermeture symbolique des magasins en solidarité avec les otages. J'ai l'intention de faire bouger les choses, de faire le maximum qui est en mon pouvoir pour que ces violences s'arrêtent, pour promouvoir ce que j'ai toujours essayé de faire en Nouvelle-Calédonie, la paix. Vous n'avez pas peur de mourir? Pas du tout. Vous pouvez mettre 10 000 soldats ici, les jeunes sont très déterminés, je le vois ici même. Ils n'ont pas peur du tout de mourir. Hein.
Il faut négocier maintenant, il faut chercher une solution politique. Yewene, comme Jean-Marie Djibaou s'est retiré dans sa famille dès la semaine dernière, impossible de ne pas aborder la mort des gendarmes d'Ouvéa. Sur ce qui s'est passé à Ouvéa, je veux dire que nous demandons pardon aux familles des gendarmes d'Ouvéa. Nous demandons pardon au peuple de France. Mais nous sommes ici, chez nous, humiliés par cette politique de Chirac, Ponce. Nous sommes traités avec mépris. Nous sommes fatigués de cette intolérance. Monsieur Ponce a annoncé hier qu'il allait proposer la dissolution du FLNKS. Quelle est votre réaction? Je dis, c'est tout ce qu'il a comme réponse. Il a fait 20 000 kilomètres pour venir dire ici qu'il va dissoudre le FLNKS. Avec qui il va discuter après? Il faut que M. Ponce se rende compte que sa politique a abouti à l'échec. On ne peut pas bâtir une politique sur le mépris. On ne peut pas humilier un peuple tout le temps comme ça. Nous demandons que le Premier ministre et le Président de la République désignent un médiateur. Nous ne voulons pas quelqu'un avec nous. Nous voulons quelqu'un qui soit neutre. J'ai une longue histoire avec Yewene, chef de guerre. On s'est d'abord combattu, et puis on s'est respecté. Lorsque je suis arrivé en 84 avec Pisani, il tenait les 2 terres du territoire. On a réglé ensemble les conséquences de la mort de Machoro et évité beaucoup d'autres drames. Et j'avais le sentiment qu'il était en train de me parler et que je ne pouvais rien faire. L'étau militaire étant desserré, Dianou pouvant le faire vérifier par les porteurs de thé qui faisaient la liaison entre Gossana et la grotte, je peux moi-même retourner à l'intérieur de la grotte. Dans les différents contacts que j'ai à nouveau avec Dianou, je me rends compte qu'il n'est pas opposé, lui non plus, à une solution pacifique. À plusieurs reprises d'ailleurs, nous parlons ensemble des conditions de la reddition des preneurs d'otages, ce qui pour moi est le signe que cela est possible. C'est possible, sans doute, à condition de ne pas être pressé ni par le temps, ni par les éléments politiques. En effet, il y a une échéance qui joue contre nous, c'est le 2e tour de l'élection présidentielle. Mon père est très touché par l'ambiance entre militants et otages. Avant qu'il arrive avec le thé, les premiers servis sont les otages. Et ce qui reste, c'est pour nous. On joue aux cartes et on discute souvent avec les otages. Je me rends compte que, malgré la bonne volonté apparente de Bernard Ponce, celui-ci n'a pas tous les éléments en main et que c'est Paris, in fine, qui décide. Et je me rends compte donc que l'opération aura forcément lieu. Cette opération Victor a été décidée par le président de la République. Il a donné le feu vert à André Giraud, ministre de la Défense, qui, par un coup de téléphone au général Jérôme, nous a signifié que le départ de l'opération. Et j'accepte d'y participer, même si militairement ce sont plutôt mes adjoints qui préparent cette action. Le 4 mai au soir, vers 22h15, le général Vidal reçoit l'ordre de déclencher l'opération Victor. Le lendemain matin, 6h30 du matin, il fait très beau. Les conditions sont donc très défavorables pour un assaut. Cependant, cet assaut est déclenché. La première partie va être extrêmement violente. Les engagements sont très durs. Les Mélanésiens retranchés se défendent bec et ongles. Ça va durer à peu près 3 quarts d'heure de feu non-stop.
Et à l'issue de cette première phase, les Mélanésiens auront 15 morts dans leur rang. Les militaires du 11e choc perdront 2 de leurs membres. Et plusieurs gendarmes du GIGN et du commando Hubert et des marins du commando Hubert seront blessés plus ou moins grièvement. La deuxième phase de l'assaut est lancée. Un grenadage massif, grenades offensives, grenades éclairantes, grenades flash et grenades lacrymogènes est effectué. Et cet assourdissement dérègle un petit peu les esprits et nous voyons petit à petit tous les preneurs d'otages sortir de la grotte. Un petit peu plus tard, les otages eux-mêmes en ressortiront et nous serons ravis d'apprendre qu'aucun d'entre eux n'a été tué ou blessé grièvement au cours de l'intervention. À la fin de cet assaut, tout est extrêmement confus. Il y a de la fumée partout, il y a des cris. Et dans cette partie terminale, un certain nombre d'actions vont être commises sans qu'on sache vraiment qui faisait quoi. Et toujours est-il que 3 Mélanésiens seront tués dans cette partie-là. La tête éclatée. J'ai toujours gardé ça. Peut-être si un jour je vais raconter, mais je vais oublier. Je vais les oublier. C'est pour ça que j'ai toujours gardé ça. Que je pense un jour payer tout ce qu'ils ont fait à mes frères. Ici chez moi. Sur ma terre. On est kanak, on est noir, mais on a été à l'école. On connaissait un peu des mots français. Et quand on voyait ces trucs-là qui s'est passé, mais je me pose beaucoup de questions. Je me dis, ben, c'est bien la démocratie. C'est bien la démocratie, là. Dans l'hélicoptère qui me ramène à Saint-Joseph, je me rends compte de tout le poids des 12 jours qui viennent de se passer, sans pratiquement manger, sans pratiquement dormir. Je me rends compte que j'ai tout essayé pour trouver une solution pacifique, en vain. Je redemande instamment, ce soir, depuis Nouméa, la dissolution du FLNKS. Mai 88, ce matin, dignité, continuité de l'État, François Mitterrand, Jacques Chirac, côte à côte pour les cérémonies du souvenir, peut-être un des derniers actes publics de la cohabitation pour le président de la République et le Premier ministre, place Charles de Gaulle, à Paris. Pour nous aussi, ce sera une chance de pouvoir, d'une part, être pris en considération en tant que peuple, mais aussi en tant que représentant un parti politique et la possibilité peut-être de renouer la discussion avec un gouvernement de la France.
J'entends que le gouvernement qui sera bientôt mis en place recherche dès les prochains jours en métropole et outre-mer les apaisements et les dialogues nécessaires. François Mitterrand nous convoque tous les trois à déjeuner et se déroule une scène, on comprendra qu'elle nous est marquée. Nous sommes 4 à table dans la petite bibliothèque de l'Élysée. Il a à sa droite, c'est le protocole de l'amitié pour celui des préséances. Et il a à sa droite son plus proche, qui est Jean-Louis Bianco, le secrétaire général de l'Élysée. En face de lui, Pierre Bérégovoy. Et à sa gauche, moi-même. La table est ronde. Et nous entreprenons cette conversation qui est de bonne aloi. Tous ces hommes sont habitués aux affaires de l'État et pour la plupart d'entre eux, de haute culture, en tout cas François Mitterrand, a une conversation dont la pratique de la langue française est un des caractères exquis, même pour ceux qui n'entrent pas dans sa complicité amicale. Et nous évoquons les tourments de la France et d'abord le chômage. Nous évoquons nos espérances, nos réflexions sur la manière de le traiter mieux, ce qui n'était pas facile et nous prend du temps. Nous passons, bref, le temps de la viande. Et c'est vers la fin du plat principal, je ne crois pas qu'on était encore arrivé au fromage, encore j'en suis pas très sûr, que François Mitterrand tout à coup, changeant un peu de conversation, dit à propos, il ne faut pas oublier que dans 1 heure, je nomme un Premier ministre. Nous baissons tous les trois le nez vers nos assiettes. Et il se met à fixer très franchement, œil dans l'œil, son vis-à-vis d'en face, Pierre Bérégovoy, et lui dit « La nomination d'un Premier ministre est un exercice purement politique qui n'a rien à voir avec l'amitié, la confiance ou des ingrédients interpersonnels, qui est purement l'évaluation d'une situation. C'est à quoi il va falloir que je me livre. La situation politique actuelle est relativement claire. Il y a une petite prime. Ce mot de petite prime m'a trotté beaucoup dans la cervelle. Je vous le raconte, donc il continue de m'y trotter. Il y a une petite prime pour Michel Rocard. J'ai tiré de cette phrase, qui n'a pas eu de suite, des conclusions immédiates et opérationnelles. Cependant, nous avons repris la conversation sur les problèmes de la construction européenne, qui était aussi une des grandes échéances du mandat. Et nous avons terminé, après une demi-heure, de conversation sur les affaires de l'État, sans qu'il soit dit davantage sur le gouvernement, sa composition, ou quoi qu'il soit qu'il se passe. Néanmoins, dès que nous fûmes libérés, après les courtoisies d'usage, et le protocole agréable au demeurant, mais paisible de ce moment, c'est frénétiquement que je me suis réuni dans ma voiture, que j'ai appelé au téléphone un individu qui était directeur général d'un grand groupe agroalimentaire privé pour lui dire « Tu arrives comme directeur de cabinet » et que nous avons commencé à travailler. Voilà comment je suis devenu Premier ministre. J'ai donc été nommé le mardi, et ma première rencontre en tête-à-tête avec le président de la République est le mercredi, le lendemain, à 10h du matin. Ce sera d'ailleurs un rituel hebdomadaire pendant 3 ans. Et il s'agit de commencer à mettre en place le gouvernement, ce qui est un exercice herculéen, terrifiant. Nous y mettrons 36 heures, ce sera redoutable, mais bien entendu, je suis obligé de lui parler de la Nouvelle-Calédonie, et je me souviens encore de lui avoir dit « Monsieur le Président, en Nouvelle-Calédonie, il y a le feu, nous n'avons pas de temps. » Ma première question, c'est de savoir si c'est un dossier traité comme militaire ou traité directement, militaire ou civil, par l'Élysée, par vous-même, ou si vous considérez que c'est un dossier gouvernemental parmi d'autres. Et sa réponse vient immédiatement très claire et très forte, mais pas du tout, c'est un dossier totalement gouvernemental, chargez-vous-en. J'avais demandé à Christian Blanc, un ami de longue date, de me rejoindre immédiatement à Matignon après la conversation de passation de pouvoir avec M. Chirac, parce qu'il connaissait très bien le territoire. Il y avait servi 9 mois auprès d'Edgar Pisani, il y avait vécu des choses très dures.
Pour en avoir un peu parlé avant l'élection, je savais qu'il avait quelque idée sur l'issue possible. J'en avais aussi, elle convergeait, mais le problème c'était comment faire que les gens se parlent. La République française avait 2 fois dans l'histoire trahi sa parole donnée par écrit au peuple kanak. L'État n'était plus crédible. Personne ne se parlait. Et nous étions devant une situation de refus de la communauté kanak de parler avec l'État français. Et du côté caldoche, ça n'allait pas beaucoup mieux. J'indique au Premier ministre qu'il faut partir d'idées simples. La première idée fondamentale, c'est que la Nouvelle-Calédonie est à 20 000 km de Paris, aux antipodes, et que ce n'est pas à Paris que nous pourrons inventer des solutions. La deuxième, c'est que, qu'on le veuille ou non, la situation en Nouvelle-Calédonie est une situation coloniale et qu'il serait important qu'enfin la France sache décoloniser au sein de la République. Nous avons un échange. Et naît alors l'idée d'une mission d'hommes libres, venus d'horizons différents, qui se rendraient en Nouvelle-Calédonie, qui travailleraient librement et qui rendraient compte de leurs recommandations au gouvernement, qui alors, bien sûr, déciderait. Et je me dis qu'un grand représentant de l'Église réformée de France, Jacques Lafleur était protestant, la majorité des Kanaks l'étaient aussi, qu'un grand représentant de l'Église catholique, la communauté caldoche l'était de manière dominante, et qu'un grand représentant de la franc-maçonnerie, puisqu'il y avait aussi des loges nombreuses en Nouvelle-Calédonie dans les 2 communautés, était probablement un collège capable de voir sous quelles conditions on pourrait recommencer à se parler de manière officielle, en engageant les communautés d'une part et l'État de l'autre. Alors j'appelle le premier, et bien sûr j'ai commencé par un protestant. Je suis protestant moi-même, mais c'était aussi une des conditions de la mission. Et j'appelle le président de la Fédération protestante de France, Jacques Stewart, pour 2 raisons. Il était le président de la Fédération, et il est de mes amis, nous nous connaissions un peu, j'avais cette chance. Est-ce que vous pourriez me trouver un grand pasteur en qui vous auriez une vraie confiance, capable d'accomplir cette mission? Une série de coups de téléphone avec Michel Rocard, ensuite avec le préfet Christian Blanc, que je ne connais pas, mais qui finit par me dire « mais pourquoi pas vous-même » Et j'avoue avoir manifesté un certain nombre de réticences, parce que je sentais mal comment le président de la Fédération protestante, qui devait de toute façon se rendre là-bas, pouvait aussi faire partie d'une mission gouvernementale. Et en fait, je m'apprête à partir pour Roissy. Christian Blanc rappelle en disant « c'est vous ». Et on se retrouve vendredi matin à la Tontouta. Et j'appelle ensuite Roger Leray, c'était plus facile. C'est un ancien grand maître du Grand Orient de France. C'était un ami personnel de François Mitterrand, mais aussi un des miens. Le cas est rare. Et il avait été pressenti comme médiateur par François Mitterrand. Et du coup, il avait déjà regardé un peu le dossier, il en avait très envie. Il m'a dit oui tout de suite. Le pasteur Stewart, Roger Leray, c'était essentiel, c'était l'ossature de la mission, mais c'était pas tout. La mission n'avait pas de sens s'il n'y avait pas un grand représentant de l'Église catholique dedans. Alors je me suis permis d'appeler carrément au sommet le président de l'épiscopat français, qui était en l'espèce l'archevêque de Courtrai, archevêque de Lyon, cardinal lui-même. Et j'ai eu immédiatement une fabuleuse réponse. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison, je vous donne mon accord. Bon, tout ça est très joli, me dit le cardinal, qui avait son franc-parler. Si vous êtes pressé, il faut trouver vite. Je n'ai personne à l'esprit. Reconnaissez, monsieur le Premier ministre, que vous me prenez un peu de cours. Bien sûr, monsieur le cardinal, je vais vous prendre cours, on est d'accord. Alors, vous avez bien pensé à quelqu'un? Monsieur le cardinal, je vous garantis que non, mais puisque vous me poussez dans mes retranchements, je peux vous dire que moi, l'homme politique de gauche, le huguenot, qui n'ai jamais rencontré les princes de l'Église, j'ai eu une fois dans ma vie une négociation sévère à conduire, c'était sur l'enseignement agricole privé. Avec un évêque, ou pas tout à fait, on l'appelait monseigneur, je ne sais plus, il était chanoine, que j'ai trouvé un interlocuteur très difficile, mais très loyal.
très respectueux et des faits et de ses convictions, et d'une droiture dans la négociation qui m'avait favorablement impressionné. Et je dis ça à monsieur le cardinal de Courtrai, en lui citant le nom du chanoine Guiberto. Et il éclate, et il me dit, mais c'est la bonne idée. Donc immédiatement après, j'appelle monseigneur Guiberto. Seriez-vous prêt à vous joindre à cette affaire? Forte hésitation. J'entends un silence. Oh, je dis, écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin, je suis actuellement à l'Institut catholique de Paris. Nous sommes au milieu du mois de mai. Ce sont les examens. Je ne vois pas comment le recteur peut s'absenter dans une période aussi difficile. Oh, il me dit, vous savez, vous n'êtes pas seul, vous avez des assistants, peut-être l'un ou l'autre pourra vous remplacer pendant cette époque. Combien de temps? Ah, ça, nous ne pouvons pas vous le dire. Il me dit surtout, mais je ne connais rien à la Nouvelle-Calédonie. Je réponds très sèchement et très directement, ça vaut probablement mieux. On n'y a pas traîné ses guêtres innocemment quiconque depuis bien longtemps. Enfin, mon dernier argument, c'était de dire, mais de toute manière, j'ai un patron. Je suis dans une hiérarchie et mon patron, c'est le cardinal archevêque de Paris. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser. S'il décide que je dois partir en Nouvelle-Calédonie, mon Dieu, je suis à la fois à la disposition de l'Église et à la disposition de la France. J'appelle donc le cardinal Lustiger et je sens tout de suite une vraie réticence. Il avait des silences qui pesaient lourd et je comprends qu'il n'aimait pas beaucoup cette opération. Ce fut assez long. Samedi soir, dimanche, je ne vois rien venir. Je dis, bon, c'est très bien. Vraisemblablement, ils ont trouvé quelqu'un d'autre ou le cardinal n'a pas accepté. Le cardinal me téléphone le dimanche midi en me disant, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas en Nouvelle-Calédonie? Je lui dis, écoutez, monseigneur, moi, je n'ai pas du tout d'ambition, ni politique, ni même ecclésiastique. Donc, si je pars en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que vous me le direz. Ah, il me dit, écoutez, je ne sais pas, de toute manière, moi, je vais en parler avec Michel Rocard. Je dis, très bien. J'attends la décision. Il me dit, mais monsieur le Premier ministre, vous connaissez tout de même les formes fondamentales d'organisation de l'Église catholique. Chaque évêque est maître en son diocèse. Et naturellement, pour l'Église catholique, le médiateur possible, c'est l'évêque de Nouméa. L'évêque de Nouméa. Me disant cela, le cardinal Lustiger me permettait de lui répondre, ce que j'ai fait fermement. Monsieur le cardinal, vous n'imaginez tout de même pas que la communauté kanak puisse accepter l'évêque de Nouméa comme un médiateur. Et il fut obligé d'en convenir. Et puis le dimanche se passe, le dimanche soir, 19h, 19h30, je vois rien venir, pas moyen de l'avoir au téléphone. Enfin, je l'ai au téléphone, il me dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire, nous sommes d'accord avec Michel Rocard, écoutez, faites vos bagages et puis on verra bien ce que vous ferez là-bas en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Leray, le pasteur Stewart, monseigneur Guiberto, cela pouvait partir. Et à ce moment-là, je suis tombé sur un autre problème. Une mission de cette importance devait engager toute la France, et pas seulement la nouvelle majorité socialiste. Et nous pensons très vite à un sous-préfet qui avait servi en Nouvelle-Calédonie, qui connaissait bien monsieur Lafleur, qui connaissait un peu Jean-Marie Tchibaou, qui était très respecté sur place et qui avait été le conseiller pour les départements et territoires d'outre-mer de monsieur Raymond Barre. J'appelle donc monsieur le sous-préfet Pierre Steinmetz et je lui demande de bien vouloir participer à cette mission. Et il m'a donné son accord, appuyé de celui de Raymond Barre, dans les délais nécessaires. Michel, je viens de voir Bianco au téléphone. Le président trouve qu'il manque quelque chose, que la composition de la commission n'est pas parfaite. Il lui faudrait, à côté des représentants que nous connaissons d'autorité morale, un magistrat, un juge, quelqu'un représentant la tradition du droit français, un conseiller d'État par exemple. C'est tout Mitterrand. Une idée remarquable, indiscutable, mais qui me cassait complètement le travail. Nous étions le jeudi de l'Ascension, il n'y avait plus personne dans aucun bureau, et cela pour 4 jours, et en Nouvelle-Calédonie, il y avait le feu. Bianco m'avait mis au courant. J'avais tout de suite demandé des noms à Denot de Saint-Marc et à Marcelon, des noms de grands magistrats.
Parmi tous ces noms, sur la liste qui m'avait faxé, il y en avait un qui était commun à tous les deux. C'était Perrier. Qui c'est ce bourg? C'est un gars qui a commencé comme juge, qui a fait une belle carrière dans l'appareil judiciaire et qui est passé directeur général de la gendarmerie. Non, je vous rappelle plus tard. C'est un conseiller d'État, un des plus écoutés, un des plus respectés, semble-t-il. J'ai 7 oui non au total, mais de toute évidence, c'est le meilleur. Dès que tu l'as en ligne, tu me le passes au téléphone dans la voiture. Salut. Alors, tu l'as trouvé? Je voudrais bien, mais il est en train de fêter l'anniversaire de son fils. Et chez son fils, c'est sur répondeur, c'est emmerdant. Alors fais donner les répondeurs de la République. J'étais donc en Vendée, chez mon fils qui est médecin, et comme il n'était pas de garde, son répondeur renvoyait les patients chez un autre médecin. 2 gendarmes sont arrivés dans la soirée, m'ont demandé d'appeler immédiatement M. Rocard, ce que j'ai fait sous leur surveillance. Celui-ci m'a exposé la situation et m'a dit ce qu'il attendait de moi. Je peux considérer que vous êtes d'accord. Vous êtes chef du gouvernement et de surcroît, en tant que Premier ministre, vous êtes mon président. Alors vous êtes d'accord. Alors je le sens libéré. Il me le dit d'ailleurs en parlant de reconnaissance. Je me crois dès lors autorisé à lui dire que je vais laisser un enfant handicapé à la charge de ma femme qui doit s'en occuper seule. C'est à elle qu'il faudra qu'il adresse ses remerciements et non à moi. Et le mercredi, jour de notre départ, ma femme recevra de M. Rocard un bouquet énorme comme jamais elle en avait reçu. En 1984, j'avais connu en Nouvelle-Calédonie un homme qui réussissait à approvisionner les îles alors que rien ne fonctionnait plus, Christian Cozard. Personne ne connaît mieux la réalité kanak. Je le propose donc comme porte-parole de la mission lorsque je réunis les médiateurs la veille de notre départ à la préfecture de Seine-et-Marne. C'est là que une aventure dans l'aventure a très rapidement débuté. Au début, autour de cette table, nous appelions grand maître, monseigneur, monsieur le président de la fédération protestante, monsieur le préfet, etc. Et très rapidement, on a compris que ce n'était pas comme ça que les choses allaient se passer. Et d'un commun accord et très facilement, alors que nous n'avons pas forcément le tutoiement facile les uns et les autres, nous avons décidé de nous tutoyer. Et dès cet instant, les titres tombaient. On n'imaginait pas « est-ce que tu penses, monseigneur, que ?» Et donc, très, très, très rapidement, il s'est passé effectivement quelque chose de très, très exceptionnel qui nous a fait comprendre à tous que dès cet instant, il allait se passer entre nous de grandes choses. Cette nuit à 0h50, on est passé ici à 2 doigts d'un véritable carnage. Une bombe de forte puissance a littéralement troué la dalle de béton armée. Aucune revendication, c'est la première fois qu'un attentat vise directement un immeuble d'habitation à Nouméa. Chanel Capoeiri, ancien conseiller régional des loyautés, est soupçonné d'avoir conduit l'attaque de Fayaoué. D'après la gendarmerie, il connaissait bien le commandant de brigade. Ce dernier ne s'est donc pas méfié et Chanel Capoeiri l'a désarmé en le menaçant d'un couteau. L'arrestation a eu lieu ce matin à 6h15 à 2 km de la tribu de Mouli. Une opération menée par le GIGN. Elle s'est déroulée en douceur, aucun coup de feu n'a été tiré. Les frères Capoeiri vont être transférés dès demain à Paris. Ils rejoindront donc en métropole les 29 autres personnes inculpées dans le cadre des événements qui ont secoué Ouvéa. Hier soir, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a ordonné une enquête de commandement sur la phase finale de l'opération Victor.
ferons aucune déclaration et vous saurez d'ici 48 heures comment nous allons organiser nos travaux. C'était ce matin à Tontouta. La mission, désormais au complet, a quitté l'aéroport vers 8 heures. À midi, elle s'est rendue au monument aux morts de Nouméa afin d'honorer, précise le communiqué officiel, ceux qui, Européens et Mélanésiens, sont tombés pour la France. Après nous avoir accueillis, le délégué du gouvernement nous amène chez lui où nous pourrons résider et travailler. Nous arrivons au commissariat. L'ambiance est curieuse. Le haut-commissaire est choqué, très choqué par les derniers événements. Il nous donne l'impression de n'avoir qu'une envie, celle de partir. D'ailleurs, sa déclaration sur les marches du bâtiment le prouve. Il nous dit « Je vous remets les clés de la ville ». Nous mettons 30 secondes à comprendre. En fait, l'autorité change de main. Nous sommes devenus l'autorité de fait. Puis, le haut-commissaire s'en va et nous comprenons alors qu'il se retire dans ses appartements. Nous ne le verrons pratiquement plus. Cette autorité nous impose rapidement d'agir. Le vendredi, on s'installe. Je demande immédiatement aux différents responsables des services de renseignement de venir me voir. Et là, pendant plusieurs heures, je consulte avec eux l'alias des rapports qui ont été adressés à Paris. Le Palika, les trotskistes, les camps d'entraînement en Libye, etc., etc. Au fur et à mesure que j'avance dans la connaissance de ces dossiers, je suis gagné par un sentiment de colère, car la connaissance par le Premier ministre de la France de la situation en Nouvelle-Calédonie a été principalement irriguée par des rapports dont on voit très rapidement qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas objectifs, qu'ils ont pour la plupart été réalisés en vase clos à Nouméa. C'est dramatique. Au fond, ils se sont tous auto-intoxiqués. La DST, la DGSE, les RG et même les politiques. Ils ont fini par y croire, tous, y compris M. Pons et Lafleur, et en toute bonne foi. En fin de journée, Roger Leray souhaite faire un tour en ville. L'idée satisfait tout le monde et nous partons. À peine les grilles du haut-commissariat franchies, nous remarquons aux fenêtres qui bordent la rue des Kanaks qui commencent à nous faire signe. Certains même applaudissent. Ils nous reconnaissent. La place des Cocotiers arrive et là, changement de décor. On nous a reconnus aussi. Concert de klaxons. Cris hostiles. Disons, si vous êtes venu ici pour réclamer l'indépendance, si vous êtes venu ici foutre le bordel, on vous fera la peau. Un motard nous fonce droit dessus. La violence de ce connard, brutal et haineux, en dit long sur les difficultés qui nous attendent. Les déchaînements de violence et de haine qui ont submergé notre malheureux territoire, nous n'en sommes pas responsables. Nous refusons de recevoir les gens qui composent cette mission. Je demande du reste aux autres loyalistes de n'entamer aucune discussion avec ces gens-là et de les laisser repartir comme ils sont venus, c'est-à-dire avec du vent.
Comment progresser? Chaque heure qui passe est une heure importante. La guerre civile peut éclater à tout instant. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe en dehors de Nouméa, dans le reste de l'île. Nous activons tous nos réseaux. Roger Leray auprès de ses amis maçons. Le pasteur Stewart et Paul Guiberto, auprès de leurs églises respectives, essaient de comprendre le mieux possible la situation. Quant à la magistrature, chacun a compris que le nouveau patron, c'est maintenant Jean-Claude Perrier. Cela n'empêche pas le Club des Durs à continuer à m'ignorer et à afficher sa volonté de casser du Kanak. Lorsque Jorédier s'est réfugié en Australie, sa femme a été tenue pour responsable et a été arrêtée. On l'a même mis au trou. 4 militants indépendantistes arrêtés par la gendarmerie sont descendus de Canala par Puma à 13h cet après-midi. Il s'agit vraisemblablement des meneurs d'un groupe de 12 personnes qui sévissaient dans la région depuis le 22 avril. Elles ont toutes été interpellées à 6h ce matin par le GIGN. Effet de surprise à éviter tout débordement de violence. Inculpés de participation à rébellion par bande armée de plus de 20 personnes, les 4 meneurs ont été présentés au juge d'instruction sous bonne escorte. Les 8 autres militants du FLNKS, parmi lesquels se trouverait la femme de Léopold Jorédier, sont toujours en garde à vue à Canala. Et un magistrat à Nouméa, qui, si je veux dire, est une petite ville, n'a pas manqué de dire « Tant que je serai là, elle restera en prison ». Tout le week-end, je multiplie les contacts avec les prêtres. Ils sont environ une cinquantaine, européens, de la Société de Marie, les maristes pour la plupart. Très peu sont nés sur le territoire. 6, au fond, sont autochtones. Ces prêtres sont en quelque sorte tiraillés à l'intérieur parce qu'il y a eu une crise grave. Un certain nombre de prêtres sont partis. Chibaou est l'un d'eux. Ils ont quitté en 1968, comme beaucoup d'autres prêtres sur le continent européen. Ils sont, à cause de cela, très âgés. Il n'y a que 2 prêtres de moins de 40 ans. J'ai eu le privilège de participer le premier week-end au synode de l'Église évangélique de Nouvelle-Calédonie qui se tient à Pointe-d'Imier, sur la côte est, et je sens une atmosphère très, très lourde, très tendue. C'est là que j'observe précisément que les jeunes ne restent pas à l'intérieur du bâtiment où ont lieu les travaux du synode, mais se tiennent dehors, comme pour manifester une sorte d'indifférence à l'égard de ce que les anciens sont en train de partager. Il faut dire que cette église évangélique de Nouvelle-Calédonie a un statut différent de celui de l'église catholique. Le corps pastoral, par exemple, est totalement composé de pasteurs mélanésiens. Les 65 pasteurs ont été formés sur place. En même temps qu'ils sont pasteurs, ils sont aussi pêcheurs, ils sont aussi cultivateurs. Et c'est une église qui a pris position en faveur de l'indépendance d'une manière publique, officielle, depuis 1979. Elle l'a fait après un long travail de réflexion théologique à la base, en disant « nous sommes indépendants sur un plan ecclésial par rapport aux églises de métropole. Nous voulons aussi affirmer une indépendance sur le plan politique pour manifester davantage notre solidarité avec le peuple mélanésien. » La mentalité des prêtres n'est pas unanime sur le problème de l'indépendance ou bien du statu quo. Cela dépend beaucoup de leur situation géographique. Ceux qui sont dans le nord de l'île, ceux qui sont dans les îles, sont en général pro-indépendantistes. Au contraire, ceux qui sont à Nouméa sont plus proches des Caldoches.
premier entretien est prévu avec Jacques Lafleur. Nous sommes le dimanche 22 mai. Nous y rendons, Pierre Steinmetz et moi. Nous le connaissons tous les deux, Jacques Lafleur. Mais Pierre, bien mieux que moi, c'est un homme qui a l'estime de Jacques Lafleur, et la réciproque est vraie. Je vois arriver deux personnes que je connais. Pierre Steinmetz d'abord, que je connais pour sa rigidité de pensée, mais aussi par sa générosité. Et je me dis en le voyant que s'il est là, c'est bien. Nous entrons dans le bureau de Jacques Lafleur, l'homme le plus puissant de Nouvelle-Calédonie. Il est tout triste. Dans un bureau assez misérable. Et comme il a beaucoup plu la nuit précédente, dans un coin de la pièce, tombent dans une bassine des gouttes qui arrivent du plafond. C'est effectivement un petit bureau, un petit peu plus grand que celui que j'ai à l'Assemblée nationale, mais effectivement un bureau qui ne correspond pas à l'image qu'on se fait de moi. Pour détendre un peu l'atmosphère, je lui dis « Alors, monsieur le député, ça vous fait plaisir de me revoir ?» Et il me répond « Non, pas du tout. » Alors je dis « Bon, eh bien, faites-nous un peu l'analyse de la situation. Racontez-nous comment les choses vont pouvoir se passer maintenant. » Et là, Jacques Lafleur me parle de la Nouvelle-Calédonie française, du refus total de l'indépendance et de ses critiques acerbes sur le statut Ponce. En un mot, cet homme fort intelligent n'avait pas bougé dans ses positions. Je vois Christian Blanc avec sa personnalité imposante, parfois je crois même écrasante, revivre ces moments difficiles pour que je précise ce que je crois, et je pressens à ce moment-là que Christian Blanc est là pour me proposer un marché, mais j'ai l'impression que ce sera un marché qui est bon. Après un clin d'œil à Pierre Steinmetz, un peu effaré de ce que nous venions d'entendre, je décide de jouer carte sur table et sur un ton qui était devenu dur, je lui dis « Monsieur le député, nous sommes peut-être à quelques heures d'une guerre civile. Ou bien vous utilisez notre présence ici pour que l'on reprenne tout à zéro, que vous acceptiez de comprendre ce que souhaitent vos adversaires sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, que vous sortiez d'une position rigide sur le statu quo, en clair que vous preniez l'engagement d'ouvrir des discussions, dans un premier temps informelles avec nous, pour traiter le problème qui est posé depuis tant d'années, ou bien, je vous le dis tout net, il y a un avion qui part pour Paris mardi, et mardi nous serons dans l'avion. Alors, peut-être que vous estimerez qu'après tout, les choses sont mieux ainsi. Je sais que dans la population européenne, certains estiment qu'il y a les armes d'un côté, il n'y a pas d'armes de l'autre. Et peut-être en effet, serez-vous engagé dans un combat qui tuera des milliers et des milliers de Kanaks. Mais vous savez comme moi que la population caldoche n'est pas prête à se battre. Et après qu'il y ait eu autant de victimes, dans 3 mois,
vous supplierez la France de venir vous chercher, d'envoyer des bateaux. Or, à ce moment-là, je ferai, après en avoir informé précisément le Premier ministre, une conférence de presse. Et j'expliquerai aux Français les privilèges sur ce territoire, les capitaux qui ont été investis aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et vous n'aurez aucun soutien. Et ce jour-là, monsieur le député, vos amis se retourneront vers vous en disant qui est le responsable. Et le responsable, ce sera monsieur Lafleur. J'ai senti à ce moment-là que Jacques Lafleur, qui est un homme épris de paix, qui est un homme lucide, se disait, nous nous connaissons bien, et je disais cela devant Pierre Steinmetz, un homme qu'il connaît pour sa droiture, pour sa volonté de trouver une solution pacifique. Il s'est dit, ce type est suffisamment con pour faire ce qu'il dit. Je réalisais parfois que Christian Blanc me manipulait. Mais il le faisait de telle sorte que je comprenais que l'intérêt qui demeurerait après cet exercice intellectuel serait positif pour ce que nous recherchions. Nous pensons que la mission nous a écoutés. Nous allons reprendre contact avec cette mission plus tard, parce que c'est par 10 minutes que nous allons causer des grands dossiers de la Calédonie d'aujourd'hui. Et puis on se donne rendez-vous avant qu'ils repartent. Après les politiques, nous recevons au Haut-Commissariat les délégations des communautés wallisiennes, vietnamiennes et indonésiennes, très importantes en Nouvelle-Calédonie. On a parlé un petit peu de la situation de la communauté ici, communauté wallisienne et futunienne, leur travail, leur vie ici dans ce territoire. On a essayé de partager avec eux, de réfléchir avec eux. Nous sommes très contents d'avoir été invités par la mission pour en parler des problèmes de notre ethnique propre. Nous sommes ici depuis 4 ou 5 générations et nous avons une étiquette d'une communauté silencieuse. C'est vrai, mais nous sommes une communauté active. Donc je pense que notre droit est un droit bien fondé. L'ambiance, très curieuse aussi. Pour les Caldoches, on a l'impression que l'armée, les derniers événements prouvent que, enfin, la France met un peu au pas tous ces Kanaks. Pour les Kanaks, enfin, de France, arrivent des gens pour les sauver. À partir de là, il faut travailler. Il faut établir les rencontres. Seulement, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'institution. Il n'y a plus rien. Qui appeler? Comment les appeler? Où sont les chefs Kanaks? On ne sait pas. Ils se cachent. Ils sont en brousse. Ils ont peur. Venir au commissariat, c'est pas possible. Ils vont se faire arrêter. Il y a 3 jours, c'était des terroristes. Ils le savent. Ils disent souvent, vous allez nous rouler dans la farine, vous dites de venir et vous allez nous arrêter. C'est pas possible, on ne vient pas. Quand on arrive à en trouver un au téléphone. Premier gros pépin depuis notre arrivée. Un soldat français tue un Kanak en situation de légitime défense. Dans les heures qui suivent,
Sur le rapport de la gendarmerie, notre ami Perrier nous indique que ce Kanak a été tué d'une balle dans le dos. Pour la première fois, je prends le téléphone et j'appelle le Premier ministre. Michel Rocard donne l'ordre à Jean-Pierre Chevènement de faire stopper ces opérations et demande aux militaires de regagner les casernes. On ne sait pas où est Jean-Marie Thibaou. Vraisemblablement dans sa tribu d'Yengen, à Tiendanit. L'assassinat de ses frères, l'affaire d'Ouvéa, les révélations de la presse, tout cela pour lui est difficile à porter. Nous ne le trouverons pas comme cela. Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? C'est alors que la coutume, la sienne, pas la nôtre, un geste dans ce sens, mais lequel ? Le cœur du problème est à Ouvéa. C'est donc là qu'il nous faut partir. Nous avons conscience qu'aller à Ouvéa représente des risques certains. Et pourtant, moi aussi, comme tous les autres membres de la mission, je suis convaincu qu'il faut y aller. Parce que on ne pourra pas parler d'une reconstruction de l'avenir, une reconstruction commune, si l'on n'affronte pas ensemble une mémoire difficile, tragique du passé. Et je crois que c'est une très forte conviction qui nous anime à ce moment-là de vivre ce geste symbolique. Québec kilo, oui, en provenance de Mazota. Au sol à 47 col uniforme et au parking, vous mettrez à votre gauche. Roulez sur 83. À l'atterrissage, mauvaise surprise. 6 journalistes, 4 caméras nous attendent. Et nous ne savons pas quoi faire. Premier problème, établir la coutume avec quelqu'un. Je lui demande où on peut trouver un car, un véhicule pour se déplacer dans l'île. Il me dit, il n'y en a pas. Ah. Puis, j'aperçois un car. Je le reconnais parce que c'est un car de ramassage scolaire que j'avais acheté en 1985. Donc, je lui dis, il y a un véhicule, le car, là. Ah, il me dit, oui, ça peut se faire. D'ailleurs, je suis le conducteur. On est parti avec ce véhicule. On repère une première tribu à côté de l'aéroport. L'accueil est très réservé. Alors s'engage une discussion calme, où chaque mot pèse. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'affirmation de l'indépendance kanak ? Le rôle des armes ou la formation des cadres ? Le contact a lieu entre des hommes graves, égaux, assis à même le sol, qui se parlent avec respect. Alors, lentement, à pied, nous partons vers la plage. À mi-parcours, nous apercevons, au-dessus des tombes, le drapeau de Kanaki. Les médias qui ont compris nos intentions nous doublent et prennent position pour pouvoir filmer la mission. Et le drapeau kanak et la mission. Tout semble s'être immobilisé. Les caméramans ne filment plus, les journalistes nous rejoignent. Je ressens profondément cette force de vie qui est capable de transformer le monde. Au fond, c'est dans notre mission laïque, dans notre mission de dialogue de la société civile, c'est le moment d'une dimension spirituelle très très forte. Avant de reprendre le car, je suis allé vers les gendarmes qui étaient là pour assurer notre protection. Et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas été émus comme moi par ces chants et si cet hommage rendu
à ces morts ensevelis sous ces fleurs n'était pas conforme au génie de la France. Ils ont été surpris par ma réflexion et, au bout d'un moment, l'un d'eux m'a répondu « Oh, on aurait bien fait ça pour des Allemands ». Alors, je m'en suis un peu voulu de cette question, car j'avais peut-être commis une faute en parlant du génie de la France, mais j'étais persuadé maintenant qu'on leur avait parlé des Kanaks comme des ennemis. Nous sommes en retard, mais nous devons absolument aller voir le grand chef Bazite, proche du RPCR, qui a perdu un garçon dans la grotte. Puis, nous avons également la gendarmerie de Fayaoué, où nous devons faire une cérémonie à la mémoire des gendarmes tués. Nous arrivons au car, et le chauffeur du car me dit à ce moment-là « Mais vous n'allez pas à la tribu de Gossana ?»« Non, on est en retard, on n'a pas le temps. » Il me dit « Ah bon ?» Et je sens comme un message. Je me retourne vers Christian Blanc et la mission du dialogue, et je leur donne mon sentiment. Il faut aller à Gossana. C'était tendu, pas au sens du danger, au sens du drame. Chacun s'est levé, les veuves se sont avancées vers Christian Blanc. L'une d'elles s'est détachée du groupe et m'a lentement posé son gamin dans les bras. Elle mettait son enfant dans les bras du porte-parole de la paix. Ils nous ont accordé la reconnaissance d'être venus là où ça a basculé. Dans ces derniers jours, vous avez eu des pertes cruelles. La mort est absurde, surtout quand elle est donnée par les autres. Et les morts sont égaux. Et il faut les considérer non pas avec un esprit de revanche, mais parce qu'ils sont morts et qu'ils doivent être respectés. Au moment de prendre l'avion, nous sommes anxieux. Comment va réagir Jacques Lafleur? On me tend une dépêche de l'AFP, sa déclaration. Ce qui se passe à Ouvéa ressemble à une provocation. Ressemble. Voilà le mot important. Tout est encore possible. Le lendemain, nous décidons d'aller à Yingen voir Chibaou. Chibaou est le maire, nous irons donc à la mairie. Nous espérons qu'il viendra. Nous arrivons à Yingen. Déception, personne ne nous attend. Nous attendons 1 heure. Il y a une tapée de journalistes qui nous disent « Mais il ne viendra pas, il se moque de vous ». Et puis, Jean-Marie Chibaou arrive, décontracté, souriant. Il salue les journalistes, mais sans leur dire un mot. En marchant, Chibaou me dit « Alors, hier,
Vous étiez à Ouvéa? Oui. C'était difficile, hein? Oui. Ah, c'est bien que vous l'ayez fait. Allez, on part dans mon bureau. Dès son arrivée dans son bureau, Tjibaou se lance dans un long monologue. Le bureau politique, nous dit-il, fera des propositions précises, mais moi je voudrais vous indiquer d'abord quelques mesures d'assainissement nécessaires. Premier point, la circulation des ministres, leur interdiction. Deuxième point, le problème des stocks d'armes. Nous sommes surpris car nous pensions qu'il allait nous parler d'abord de l'indépendance. Or, c'est un homme s'exprimant de façon technique en gestionnaire du territoire de Nouvelle-Calédonie qui nous parle. C'était sa façon à lui de nous accueillir, de nous dire qu'il avait apprécié notre geste à Ouvéa et de nous indiquer que la discussion était ouverte. Et après cet entretien dans la mairie, Jean-Marie Tjibaou nous a fait visiter ce fameux centre de recherche qu'il avait construit. Et là, il nous a dit l'identité kanak. Elle n'est pas à rechercher derrière, elle est à rechercher devant nous. Autrement dit, il n'y avait pas à cultiver la nostalgie du passé, il y avait à regarder devant. Monsieur Tjibaou, je pense que vous aviez envie d'aller à Tiendanit, ça se passe pas? Si. On va y aller tout à l'heure, ouais. En visite privée? Oui. Jean-Marie Tjibaou nous invite alors à monter dans sa tribu de Tiendanit pour partager le repas. J'étais dans la voiture avec Christian Blanc et Jean-Marie Tjibaou. Nous passons devant une ruine. C'est la maison de mon grand-père. Nous roulons une centaine de mètres plus haut. La maison de mon oncle. Lors de la colonisation il y a 150 ans, au fur et à mesure des arrivées des colons, les gendarmes nous repoussaient toujours plus haut dans la montagne. Et nous devions abandonner nos cultures. Pour moi, la tribu de Tiendanit, c'est essentiellement le senti des liens avec les autres. On marche courbé devant les anciens, on ne parle pas fort quand il y a un tel et un tel, on respecte. Le Tiendanit, c'est la racine, sans laquelle le discours n'est qu'un discours politicien. Christian Blanc, à la fin du repas, s'est levé pour remercier M. et Mme Tjibaou de leur repas et la tribu de son accueil. Son discours était très émouvant et je me souviens très bien qu'il leur a indiqué que l'indépendance était une chose qui doit se gagner et qu'elle doit surtout se préparer. Je persiste à dire qu'on ne peut pas dialoguer lorsqu'on se trouve en position de faiblesse, en ayant face à nous des cagoulards armés. De même que je reste intimement persuadé qu'il n'y aura pas de dialogue possible tant que la situation de guerre existante sera maintenue par le FLNKS sur les territoires et particulièrement sur la côte Est et à Kanala. Je suis contre l'indépendance. Il y a des années que je l'ai dit, que je l'ai écrit. Mais de grâce, ne restons pas dans une situation figée qui nous amènera, elle, à l'aventure. Au 9e jour de notre mission, nous nous rendons sur la côte ouest, chez les Broussards, un milieu caldoche dur. Leur position est très défensive. On est chez nous, comme les Kanaks. On ne partira pas d'ici. L'entretien a été très franc et très courtois, je dois dire.
Le lendemain matin, nous partons sur la côte est, à Canala, tenue par des indépendantistes durs. Canala, c'est le fief d'Éloi Machoro, l'extrémiste du FLNKS, tué dans un affrontement en janvier 85. C'est le lieu de toutes les tragédies. On y arrive en hélico parce que c'est trop difficile par la route. Les barrages sont impossibles à déplacer. Ici, on vit toujours un drôle d'état de guerre. On a peur. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. L'armée qui ravitaillait n'ose plus venir. Protégés par le GIGN, nous allons écouter les sinistrés de Canala. Des Kanaks contre l'indépendance ou des Caldoches modérés. Ils ont incendié ma maison, tout, j'ai tout perdu. Et j'ai plus rien. Pour le moment, j'ai tout mon pantalon. Les plus âgés, on pourra discuter. Mais les jeunes maintenant, ils ont ça maintenant. Là. Et ça va continuer. On ne peut plus les guérir. Moi, je suis de 3e génération calédonienne. Nous avions travaillé tous les deux de nombreuses années sur mine pour justement acheter ces domaines de fonciers qu'on avait juste mis en valeur. On finissait tout juste d'amortir l'investissement qu'on avait engagé là-dessus. En 84, hein, nous avons la certitude des coutumiers et des responsables comme quoi, du fait qu'on s'était bien intégré à eux, qu'on les aidait, qu'on travaillait en bonne collaboration, qu'on pouvait être tranquille. Et puis malheureusement, il y a une montée de violence. Au 88, en partie des jeunes qui ont même dépassé les coutumiers. Et puis voilà ce qui est arrivé. Et bon, j'ai tout perdu. C'est des choses qu'on ne peut pas remplacer. Quand je rêve la nuit, quand j'ai des problèmes d'insomnie, souvent c'est des personnages ou des scènes qui sont passées à Canala qui reviennent dans le sommeil. Mais malgré tout, il ne faut pas être défaitiste, il ne faut pas rester là-dessus, il faut essayer de construire, la vie continue. Allez, viens les petits, viens! Allez, viens, la fille, viens! À présent, nous décidons de nous répartir les rôles. Christian Cozard, Pierre Steinmetz et moi engageons la négociation politique. Le reste de l'équipe travaille avec la société civile. Roger Leray, Paul Guiberto et moi-même, nous sommes dispersés sur la Grande Terre et dans les îles. Et pour ma part, je me trouve à Coné, qui est sur la côte ouest. Et je m'y retrouve pendant 2 jours dans le bureau du sous-préfet avec la charge de recevoir une foule de personnes qui se sont inscrites pour pouvoir rencontrer un représentant de la mission. Et c'est extraordinaire parce que arrivent là
des éleveurs, des agriculteurs, des petits commerçants, des enseignants, des religieuses, toutes sortes de gens, des Caldoches, des Mélanésiens, des Wallisiens, toutes sortes de gens qui viennent d'abord pour faire part de leurs angoisses, de leurs fantasmes, qui viennent pour évoquer le passé où soi-disant tout allait bien, un lointain passé. Ils viennent pour parler des dangers qu'ils courent les uns et les autres, pour parler de l'adversaire, de l'ennemi même. Certains sont même venus avec des fusils qu'ils ont déposés à l'entrée, quand même. Et au fur et à mesure du dialogue, j'ai l'impression que je contribue, je sers, j'imagine que Paul et Roger font la même chose aussi dans leur coin, je sers à provoquer un déséquilibre. Et en posant des questions naïves que peut-être on n'a pas posées à ces gens depuis très longtemps, et moi je peux poser des questions naïves, on aide à ce déséquilibre. Mais finalement, c'est en créant des déséquilibres qu'on peut permettre à des gens de se remettre en marche. À Nouméa, le contact est maintenu avec le FLNKS. Les négociations s'engagent. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Jean-Marie Tjibaou nous parle de l'indépendance. Nous avions arrêté une stratégie très claire. Ne pas accepter de Jacques Lafleur un préalable sur le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, ne pas accepter de Tjibaou un préalable sur l'indépendance. Avec Christian Blanc et Steinmetz, nous partons pour Yengen pour rencontrer Jean-Marie Tjibaou. Amarré, on embarque Yewene qui avait pris le maquis. Dehors, le temps est abominable. La mairie de Yengen est sur une colline, battue par les vents et la pluie. C'est sombre à tout point de vue. Au bout d'1 heure et demie, nous n'avions pas du tout progressé. À un moment, je lui dis « Tjibaou, il faut que je vous comprenne. Est-ce que vous pourriez rêver à haute voix à l'idée, l'image que vous vous faites d'une Nouvelle-Calédonie, kanak, son œil s'emplit de malice, un rêve comme Martin Luther King, quoi. » J'ai dit, ben, oui. Est-ce que vous pouvez essayer? Un grand silence. Il se concentrait. Et là, il s'est mis à parler merveilleusement. Il parlait du développement touristique de son pays. Il le voyait dans une période de calme, exprimée par les alizés qui soufflaient. Mais il faudrait payer pour les alizés, parce que c'était quelque chose d'exceptionnel. Il parlait de la qualité de la vie de ses enfants, les enfants du pays, les petits kanaks, qui pourraient accompagner leur grand-père, Jean-Marie Tjibaou, sur le petit promontoire qui dominait la poule de Yengen, au bord de la route, sans avoir peur de se faire tirer une balle dessus. La région nord n'est pas viable sans une route transversale qui relierait l'est et l'ouest. Il parlait des richesses liées au patrimoine, le nickel, la mer, le paysage. Il faut que les Européens participent au destin du pays. Il faut un pouvoir indépendant permettant une continuité.
La communauté de destin n'implique pas la communauté de nationalité. Ce qui soutient tout, c'est le combat pour l'identité de notre pays. Nous nous battons pour cette identité, même s'il faut 20 ans pour y parvenir. J'ai compris. Je peux rebondir sur la poursuite de la négociation. Nous aurons encore 2 discussions positives, et puis une dernière qui se passe mal. Tjibaou revient sur tout. Nous n'avançons plus du tout. Son argument principal est fondamental. Les Kanaks ne peuvent pas faire confiance aux Français car ils ont été trompés chaque fois. Et il estime qu'il n'a pas la légitimité qui lui permette de prendre un tel risque pour le peuple kanak au travers d'un accord. Au bout de plusieurs heures, je lui dis, Tjibaou, si je comprends, vous ne faites pas confiance à l'État français, vous ne faites pas confiance au gouvernement français, feriez-vous confiance au peuple français? Je pense à cet instant au référendum. Je ne l'exprime pas, car je sais que François Mitterrand est opposé au référendum qu'il n'a jamais utilisé. Et un refus de sa part détruirait tout le travail que nous avons fait jusque-là. Tjibaou a compris. Il tourne autour du mot sans le prononcer. Tjibaou, le temps presse. Nous avons un paquet, un accord. Autour de ce paquet, de cet accord, vous voudriez que le peuple français mette une ficelle? Oui, me dit Tjibaou, une ficelle. Si l'accord était ratifié par le peuple français, est-ce que, pour vous, il y aurait accord? Peut-être oui, me dit-il. Je lui indique alors qu'il faut en rester là, que je ne suis pas certain de l'accord de la fleur, mais que je lui en parlerai dès le lendemain. Nous quittons Yingen en hélico dans des conditions de sécurité limites, car le temps est vraiment très mauvais. Nous décidons de ramener Yewene directement sur Nouméa, sans passer par Maré. Nous sommes tous épuisés. Le lendemain matin, très tôt, rencontre avec Jacques Lafleur. Nous lui exposons la situation, un accord sur les 12 points avec Jean-Marie Tjibaou, auquel il adhère, mais
lui dis-je, il y a une ficelle pour lier le tout, car sinon il n'y aura pas d'accord. C'est un référendum. Inquiet, je lui dis, qu'en pensez-vous? La divine surprise de Christian Blanc, c'est que quand il était venu m'en parler, il pensait que je le refuserais, mais que dans mon esprit, c'était tout à fait nécessaire de procéder de cette façon-là, ne serait-ce que parce que Jean-Marie Tjibaou le ressentait comme une nécessité absolue. Un accord s'esquisse. Nous décidons de ne plus avoir de contact avec quiconque. L'équilibre est trop fragile, les risques de provocation trop grands. Pierre Steinmetz et moi commençons la mise en forme d'un texte pour le Premier ministre et le Président de la République. Autour du pasteur Stewart, nous rassemblons les éléments de notre mission de médiation. Nous utilisons des langages différents, nous utilisons des registres différents d'analyse et d'expression, parce que nous sommes les uns et les autres porteurs d'expériences différentes. Mais parce que nous sommes différents, je crois que nous pouvons mettre ensemble en lumière et en jeu des dimensions et des capacités spécifiques aux personnes et aux situations que nous rencontrons. Et je crois que cette diversité-là sert à faire reconnaître l'identité de l'autre dans son devenir possible. Au fond, c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est cette mise en commun des synergies, des forces, des composantes de la société. Et lorsque cette synergie fonctionne, elle permet à quantité de gens de trouver mieux leur place dans la société. Je joins le Premier ministre. C'est mon deuxième et dernier coup de téléphone. Nous rentrons. De retour à Paris, les missionnaires seront des interprètes fidèles, je puis vous l'assurer, de tous les messages que vous nous avez transmis. Voilà, au moment de quitter le territoire, ce que, au nom de tous les membres de cette mission, je pouvais vous dire. Dès notre arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, je suis littéralement enlevé, direction Matignon, où le Premier ministre m'attend. Il est impatient. Je lui présente l'accord. Au fur et à mesure que je lui explique, son visage s'illumine. Et puis j'arrive au 13e point, et je lui dis, le référendum. Ah non, dit-il, ça c'est impossible. Jamais Mitterrand n'acceptera. Je lui dis peut-être, mais jamais Tjibaou n'acceptera un accord qui n'est pas ratifié par le peuple français, car il n'a pas confiance dans l'État français, il n'a pas confiance dans le gouvernement de la France. Bon, alors j'appelle le président, et toi, tu rentres chez toi, tu prends une douche et tu travailles. Je rentre enfin chez moi, j'embrasse ma femme et mes filles, Yana et Élise, prends une douche, et le téléphone sonne. Ma fille Yana, papa, le Premier ministre. Mitterrand est d'accord. Viens vite. Une semaine après notre retour, Michel Rocard organise une rencontre secrète à Matignon. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, venus séparément de Nouvelle-Calédonie, entrent par les jardins pour éviter la presse. Des heures de discussion difficiles,
aboutissent à un accord. C'est un coup de tonnerre. On a un accord entre les chefs, il faut maintenant un accord entre tous. Tjibaou et Lafleur font venir leurs équipes petit à petit à Paris. C'est une nécessité, mais c'est également une fantastique habileté. Les sortir du territoire et les amener à penser autrement. Je décide alors de convoquer les deux délégations pour un samedi soir à 19h30. Et ces délégations vont venir à 8 pour le RPCR et à 7 pour le FLNKS. Et je m'en tiens à la règle. Et j'ai donc ouvert la séance en disant, Madame, Messieurs, il y a ici de la nourriture pour 2 ou 3 jours, il y a de quoi s'allonger, je suis personnellement libre jusqu'à mardi, nous sommes samedi soir, mais personne ne sortira. Nous ne pouvons pas avertir nos mandants nulle part, moi du côté des autres membres du gouvernement, vous du côté des vôtres, car sinon les chocs en retour viendraient immédiatement, ce ne serait pas possible. Et par conséquent, nous allons travailler immédiatement et sans discontinuer. Cette tirade n'a pas été bien accueillie, c'était d'ailleurs bien normal. Déjà, Jacques Lafleur n'était pas très content, mais il en avait vu d'autres, et il avait une immense autorité sur sa délégation, un peu pater familias, si j'ose dire. C'était moins vrai dans la délégation FLNKS, beaucoup plus démocratique et beaucoup plus délibérante. Et l'idée pour Jean-Marie Tjibaou et pour ses compagnons de s'engager à ce point sans une approbation formelle de leur conseil, comité directeur ou assemblée essentielle, leur paraissait presque impossible. Et pourtant, c'était un risque à ne pas prendre. D'autant que la négociation ne donnerait pas pleine satisfaction à un camp contre l'autre. Il m'a donc fallu réintervenir en disant « ce n'est pas un principe sur lequel on peut déroger, nous sortirons d'ici sans autre rendez-vous, et à la sortie, ce sera la paix ou la guerre. Je pense que la paix est possible, je pense que nous devons la faire, mais sachez simplement que si nous devons nous retrouver avec la guerre, la République française la fera sans faiblesse. Nous avons naturellement les moyens d'augmenter notre puissance militaire là-bas. Ce n'est pas ce que je souhaite, et nous avons la capacité de faire beaucoup mieux. Au petit matin, l'accord se précise. Le pouvoir sera partagé entre les provinces, entre les communautés qui, enfin, se reconnaissent. La deuxième poignée de main, celle où Tjibaou et Lafleur sont entrés dans l'histoire, celle pour les photographes, pour les caméramans, a eu lieu à 5h30 du matin. Depuis 15 jours, au terme de longues heures de négociations, les délégations de Nouvelle-Calédonie, conduites par messieurs Lafleur et Tjibaou, ont ensemble donné leur accord à ce que l'État reprenne, pour les 12 prochains mois, l'autorité administrative sur le territoire, de manière à garantir l'impartialité de l'action publique. Mais chacun a fait beaucoup de concessions. Mais on n'est pas à faire le décompte ce soir. Je crois que ce que l'on vit ce soir, c'est un peu une dimension nouvelle pour notre pays que nous partageons nous ici, mais que nous aimerions que ce soit partagé par nos compatriotes. À l'automne, je proposerai à Monsieur le Président de la République, qui a suivi avec une extrême attention l'ensemble de ces conversations, que le peuple français soit consulté par référendum sur ces institutions nouvelles, afin qu'il apporte, lui, le peuple français, sa garantie la plus haute, la plus fiable, la plus durable. Dans 10 ans, par un nouveau scrutin d'autodétermination,
C'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, eux-mêmes, qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. Est-ce que vous avez signé ces accords dans l'espoir que dans 10 ans, la Nouvelle-Calédonie sera indépendante? Bien sûr. Les autres, ils ont signé en espérant que ça ne sera pas indépendante. Mais c'est ce que nous avons convenu. C'est le challenge sur lequel on part.